œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lila Djedi, fondatrice de la Cantine Vagabonde. Bonjour Lila. Bonjour Christine. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce nouvel épisode d'œuf maillot. Passionnée de cuisine, vous avez ouvert en 2012 la Cantine Vagabonde, restaurant à Paris, et vous vous consacrez désormais pleinement à la formation en alimentation et aux ateliers. Défendresse du bien manger et du mieux consommer, vous publiez votre premier livre intitulé Cantine Vagabonde, manifeste pour une petite cuisine engagée, aux éditions Tana. Félicitations, c'est un très joli recueil de recettes. Merci. Pour vous, c'est un acte militant et vous vous engagez dans la cuisine du gai manger, une cuisine humaniste où manger se fait avec sens. Alors, séquence nostalgie, à quand remonte votre premier souvenir de cuisine ? Je crois qu'il remonte mon vrai premier souvenir. Je pense que je devais avoir 8 ans. J'étais chez une amie dont les parents ont un potager. Et on était dans le potager et on cueillait des carottes, des crônes et de la rhubarbe. Et ensuite, on est parti en cuisine pour préparer une tarte à la rhubarbe et ça a été pour moi une explosion. Parce qu'il y avait cette acidité avec la douceur aussi de la pâte beurrée, enveloppante. Et cette acidité que je ne connaissais pas du tout. Et le côté sucré qui flatte le palais aussi, de la petite crème. Donc je crois que c'est vraiment mon premier souvenir où j'ai été très surprise et de découvrir quelque chose de nouveau dans les saveurs que j'avais initialement à la maison avant. Cuisinière autodidacte, vous pouvez nous raconter votre parcours ? Oui, alors mon parcours a commencé en 98. Je suis partie vivre à Londres, à peu près 2 ans, parce que je savais plus trop ce dont j'avais envie professionnellement et j'avais envie de parfaire mon anglais. Et j'ai travaillé dans un pub. Alors au départ, je cherchais un travail pour vivre là-bas et pour continuer de parfaire mon anglais. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a proposé un poste en cuisine parce que j'étais française. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et qu'il avait plus de cuisinier. Et donc j'ai dit oui. Et puis c'est vrai qu'en Angleterre, on dit oui, on essaie, ça marche, on reste, voilà. Et je suis restée quasiment 2 ans. Et ce qui était vraiment formidable, c'est que j'avais un menu à faire tous les jours, donc qui était végétarien. C'était mon choix. Il y avait aussi un primeur juste à côté, donc c'est dans la City. Et ça se passait très bien. J'ai adoré cette liberté d'être en cuisine comme ça, en Angleterre, où évidemment, c'est vrai que quand on était française et qui plus est en cuisine, il y avait quelque chose tout de suite de l'ordre du beau et du bon. C'était assez facile. Et vraiment, je me suis amusée. J'ai découvert la cuisine végétarienne, la cuisine indienne, les mélanges là-bas, la fusion food à l'époque, qui était quand même extraordinaire. Et ça a été son précurseur. Ah vraiment. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a très très longtemps, et ça m'a mis une grande claque. D'abord j'ai adoré, et ensuite je me suis dit mais en fait moi je veux manger comme ça quoi. Je veux mélanger les saveurs, je veux mélanger les cultures, je veux de la liberté, je veux que ce soit un peu funky. Enfin voilà, moi je veux ça dans mon assiette tous les jours. Dans le manifeste de votre livre, vous dites « Je ne connais pas plus belle façon de militer au quotidien qu'en se régalant ». Comment vous réussissez à mêler plaisir et engagement citoyen ? Alors d'abord, les saisons. Ça, c'est fondamental. Vraiment suivre le rythme. C'est respecter les saisons. Oui, respecter les saisons. C'est pas hasard si on a des fruits et des légumes en été qui sont gorgés d'eau. Le corps en a besoin. Donc vraiment, suivre les saisons. Ça nous connecte aussi à notre intériorité, à la nature, à la vie. Donc ça, je trouve ça essentiel. Et puis ensuite, évidemment, il y a les sources d'achat. Donc c'est vrai que moi, je vais plus au supermarché depuis longtemps. Ça m'intéresse pas du tout d'acheter de cette manière-là. Moi, j'ai besoin de mettre du sens. J'ai besoin, quand je rentre dans un lieu, que ça raconte une histoire. Et j'ai besoin de soutenir quelqu'un qui va œuvrer vraiment tous les jours pour moi dans le respect de la terre, de nos corps. Et ça, c'est fondamental. Parlons sourcing, vous donnez une place importante au mieux consommer et à la consommation durable en collaborant notamment avec les AMAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau de distribution ? Alors moi, c'est un réseau que je connais maintenant depuis, je pense, une 15aine d'années, si je ne dis pas de bêtises. On a profité à un moment donné des légumes et puis très rapidement plus parce que j'avais un restaurant.
Donc j'avais mes producteurs qui me livraient mes produits. En revanche, on a toujours profité des produits annexes parce que les gens le savent peu. Mais dans les AMAP, il n'y a pas que des légumes et de maraîchers. Il y a également des fromages, du pain, des œufs, des jus de pommes, des viandes pour ceux qui ont envie d'en manger, exactement, des conserves. Il y a énormément de choses, des produits, des agrumes ou des produits exotiques qui viennent de Sicile. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Donc si les légumes furent une aventure relativement courte dans les AMAP, en revanche sur tous les produits annexes, ça on en profite depuis vraiment plus de 10 ans et on est ravis. On est ravis parce que d'abord on a des produits qui sont vraiment de qualité. Ensuite il y a une histoire, donc on sait ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que moi, savoir que mon argent va vers des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, qui œuvrent au quotidien pour nous offrir des produits de qualité dans le respect, pour protéger la terre, moi ça me parle, évidemment. C'est très simple. Comment choisir son AMAP ? Je pense qu'il faut regarder autour de soi, c'est-à-dire que l'idéal c'est quand même de prendre celle qui est le plus près de chez vous, parce que c'est une contrainte, en tout cas, c'est une réalité. C'est une contrainte, c'est à une date précise, donc il faut s'organiser, voilà, à un horaire précis. Donc parfois, certaines personnes oublient ou se disent « oh là là, c'est trop compliqué ». Ça l'est pas en fait, c'est juste une nouvelle organisation qu'il faut adapter. Donc moi, je vous conseille de regarder autour de chez vous et ensuite de voir ce qui est le plus près, d'aller les voir, de voir ce qu'ils proposent, comment ils travaillent, et voilà. Mais il faut vraiment pas prendre une AMAP qui serait un petit peu loin, du coup qui compliquerait un peu votre quotidien. Regardez d'abord autour de chez vous. Donc voilà, donc ça c'est l'expérience AMAP. Grâce à l'expérience AMAP, j'ai découvert d'autres choses aussi parce que j'ai rencontré des gens qui œuvraient différemment, qui créaient des groupements d'achat à côté, notamment pour les agrumes et les produits exotiques de Sicile. Donc j'ai découvert différents groupements d'achat, différentes façons de faire et moi-même j'ai créé mon groupement d'achat dans mon immeuble. Donc là, on est livré en bas une fois par mois. On rassemble tout dans le salon et puis hop, tout le monde arrive de l'immeuble d'à côté maintenant parce qu'il s'agrandit de plus en plus le groupe et chacun arrive avec sa balance, son sac, on pèse, on boit un coup, on mange un petit bout et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est ça l'engagement. Vous vous approvisionnez exclusivement sur Paris ? Non, pas du tout, c'est compliqué. Exclusivement sur Paris. Vous voulez dire en termes de producteurs ? Justement, est-ce qu'on peut consommer 100% locavore en habitant l'Île-de-France ou dans le nord de la France ? Moi, je ne crois pas. Et j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où, effectivement, ça vient de France. Ou alors, comme les agrumes et les avocats de Sicile, c'est pas le Pérou, c'est bien mieux. Ils sont bien produits, il y a une vraie démarche et un vrai projet humaniste et un vrai projet de société derrière. Projet éthique, où on accompagne des producteurs qui ont pu être en difficulté avant dans leur production, qui fonctionnait pas, où ils n'en vivaient pas. Et là, il y a tout un réseau vraiment très solidaire qui se regroupe pour les accompagner, pour les aider à produire et surtout à vivre correctement. Décemment, oui. Correctement de leur activité. Donc voilà, donc c'est vrai eux sur les produits exotiques et sur les agrumes, je travaillais avec eux et puis maintenant on en profite en tant que consommateur, que particulier. Après, le restaurant, j'ai beaucoup travaillé avec le Zingam, qui est, je ne sais pas si vous connaissez une boutique, ils ont 2 boutiques dans le 11e. Moi je les adore, ils ont une vraie démarche de producteurs de qualité avec des produits vraiment délicieux et à un prix que je trouve correct, même s'il est vrai que parfois, et j'en parle dans le livre, et ça me met en colère, et d'où les groupements d'achat que j'essaie de créer, il est quand même compliqué de bien manger à un prix juste, parce que malheureusement, force est de constater que parfois, les produits de qualité restent quand même, à mon goût, beaucoup trop chers pour une majorité des gens. Donc ça, il faut bosser dessus. Il faut vraiment inventer des nouvelles façons de consommer, sans intermédiaire, aller directement à la source, pour offrir des produits vraiment à un coût correct pour tous. Oui, et puis aussi, comment réussir à créer des recettes variées, particulièrement en hiver où le panier est triste et le choix des légumes limité. Comment on peut rendre tout ça Alors moi, je trouve que le panier d'hiver, il est tout sauf triste en fait. Et oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur, la map, oh non, il y a toujours des choux, il y a la barre. Pas du tout, mais alors pas du tout. Des choux, des poireaux et des citrouilles. Il y en a tellement. Les courges, il y en a énormément. Il y a du poireau, il y a des épinards, il y a du céleri, il y a du panais, il y a du butternut, potimarron, toutes les courges.
Il y a de l'éliantis, il y a du topinambour, du persil tubéreux, du chou-fleur, des choux de Bruxelles, du brocoli. Enfin, on a quand même beaucoup de choses. Donc non, moi je crois que l'hiver est vraiment... En fait, je crois que toutes les saisons sont extraordinaires, pour peu qu'on les regarde. Donc après, c'est vrai que dans le livre, ce que je trouve intéressant et ce que j'ai voulu faire, on a des recettes, voilà, des recettes classiques, mais que vous pouvez décliner à l'infini avec tous les légumes de saison. Chaque recette, vous la suivez avec les légumes de saison. Vous vous posez pas de questions. Toute l'année. Toute l'année. Juste vous changez, vous vous collez au rythme des saisons. On l'adapte. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de se dire qu'on peut, avec un potimarron, faire 10 recettes, avec un céleri, en faire peut-être 6-7, avec, je regarde en même temps du chou-fleur pareil. Voilà, donc il suffit juste d'être un petit peu créatif, mais ça, faut s'écouter, faut oser. Hein. Et puis c'est vraiment pas compliqué, vraiment. Vous prenez aussi le batch cooking. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du batch cooking, donc j'ai pas vraiment utilisé ce mot, mais pour moi c'est de l'organisation en amont en fait. Hein. C'est jamais plus qu'une mise en place quand on est dans un restaurant ou une organisation. Le week-end, alors chez nous c'est 2 heures à peu près le dimanche autour de cette table et voilà, on a différentes préparations à faire. On va cuire quelques légumineuses, quelques céréales, un petit peu de houmous de potimarron, de houmous de céleri au lait de coco. Enfin voilà, on fait 2-3 petites choses comme ça sur des dips, quelques légumes crus. Et puis des goûters aussi, des petites bliss balls, des petites choses pour démarrer, des petits biscuits aux flocons d'avoine. Et en général, quand on fait à peu près 2 heures de cuisine sur le dimanche, on a aisément 4 jours. On a de quoi manger et on se régale. Et on a de quoi manger vraiment sur 4 jours. Du coup, le soir, il n'y a pas de pression. C'est 10 minutes tout au plus pour réchauffer, pour s'organiser. Voilà, moi, je chauffe dans le vitaliseur. Hop, je mets dedans, tout est chaud. On met tout sur la table et puis chacun mange ce qu'il veut aussi. Il y a cette liberté, moi, qui me semble fondamentale. J'ai pas du tout envie d'imposer des repas, mais c'est comme ça que je cuisine, c'est comme ça que j'aime manger, où je mets plein de choses différentes. Et chacun se sert. Et je trouve que dans l'éducation alimentaire, parce que je vois avec notre petit garçon, depuis qu'il est petit, j'ai toujours tout servi comme ça. Et en fait, du coup, il choisit, il fait ses petites histoires, voilà, et j'aime bien. Il existe une réelle dimension sociale dans la préparation d'un repas, c'est ce que vous dites dans votre livre. C'est un temps à part, vous animez des ateliers et ces thématiques, et notamment avec parents-enfants. Quelle importance vous attachez à la transmission et aux valeurs ? Elle est fondamentale, la transmission. Elle est fondamentale parce qu'elle va accompagner longtemps. C'est quelque chose que vous avez reçu ? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas reçu, mais cette vous avez envie de transmission. transmettre. Mais j'ai envie de la transmettre parce que peut-être que... Je ne peux pas dire que ça m'ait manqué, mais quand j'étais petite, alors c'est vrai que la cuisine, c'est mon père qui cuisinait, la cuisine de mon père était très parfumée parce qu'on a des origines d'Algérie. Et c'est vrai que pour moi, petite, c'était une cuisine qui était beaucoup trop forte, qui était pas facile. Alors qu'aujourd'hui... ce que je préfère, moi, c'est la cuisine du bassin méditerranéen, quoi. Et puis partout, vraiment. Elle est parfumée, enfin voilà, elle est très vivante. Et petite, c'était des saveurs qui étaient un peu trop fortes. Donc, j'ai pas vraiment eu cette transmission petite. Je crois que ça a commencé quand j'ai habité seule, où vraiment j'ai pu manger ce dont j'avais envie et décider et faire comme je le souhaitais. Et là, j'ai commencé à raconter ma propre histoire. J'aime bien cette idée aussi parce que je trouve qu'il y a plus de liberté. Et donc, j'ai commencé à explorer. Et je me suis rendu compte que finalement, la transmission, si elle se faisait pas enfant, c'était pas très grave en fait. Qu'elle pouvait se faire à tout moment. Pour peu qu'on ait envie d'y aller, bien sûr, et pour peu qu'on ait envie d'explorer, que finalement, c'était pas très grave, quoi. L'important, c'était vraiment d'y aller, même plus tard. Ce que je vois avec beaucoup de parents dans les ateliers, qui cuisinent pas beaucoup. Et pourtant, ils sont quand même captivés. Ils passent un vrai beau moment avec leurs enfants et ils ont le sentiment d'apprendre quelque chose et surtout l'envie après d'actionner à la maison. Mais je pense que la transmission, elle doit se faire, oui, dans la douceur et sans jugement. Moi, je suis pas du tout moralisatrice et j'ai pas envie de dire c'est comme ça et pas autrement. Non, vous faites avec ce que vous êtes, avec votre rythme, mais par contre, enclenchez un peu, pas à pas, tout le temps, c'est pas mal. Comment ça se passe, les ateliers parents-enfants ? Alors, comment ça se passe dans le déroulé ? Oui. Alors, d'abord, évidemment, il y a des thématiques précises, donc qui changent aussi en fonction des saisons, etc. On échange
sur des recettes qu'on va préparer. Et puis, on échange toujours, évidemment, parce que c'est des ateliers de cuisine autour de l'engagement citoyen. Donc, de ce qu'on peut faire aussi. Donc, on parle toujours de la provenance, du petit regard sur l'étiquette. Quand on achète, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et ça apporte beaucoup. Ça permet, d'aller plutôt vers un autre produit. Ça permet de comprendre aussi comment ça se passe. Donc, on échange vraiment sur l'acte d'achat, sur aussi s'écouter, se faire confiance et pas se juger. Je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi. On est dans une société de plus en plus où il est de bon ton de manger comme ça et pas autrement. Alors tout devient un petit peu complexe et je trouve que l'acte de manger il y a beaucoup de moralisation. se complexifie énormément. Donc le mangeur, je trouve qu'il est un peu perdu. Et en fait, moi, je les amène à se détendre déjà dans un premier temps. Et puis à se dire, mais vous, en fait, quand vous vous écoutez, quand vous mangez, qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui résonne en vous ? Quand vous prenez du temps pour cuisiner seul, moi, l'acte de cuisiner, pour moi, c'est vraiment un acte méditatif, où je vais prendre du temps pour me poser, voilà, et c'est un temps qui est important aussi parce que je vais donner après à l'autre, donc il y a vraiment une notion, de respiration et de me poser. Je suis très ancrée quand je cuisine, il y a une position, une respiration, donc je les amène à ça. Et puis je les amène aussi à moins angoisser avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui appréhendent beaucoup. Et c'est vrai que c'est complexe l'alimentation aussi, je le vois. Pour beaucoup, à la maison, les parents m'expliquent « Oh, il n'aime pas du tout ça, ça se passe pas bien. » Et puis pendant les ateliers, ça se passe très bien. Donc je pense qu'il y a aussi la complexité de la relation. Bon là, après, on va rentrer dans d'autres choses. Mais voilà, c'est se libérer, quoi. Se libérer. Et puis les enfants, évidemment, on parle de la provenance, on parle des producteurs, mais la terre, parce que ils oublient cette notion de terre, que ça vient d'abord de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? On a semé, oui, mais pour récolter, il faut du temps. Donc il y a toute cette notion-là, vraiment d'appréhender tout le processus de vie et du vivant, en fait. C'est ça. Et puis c'est vrai que moi j'aime à dire que finalement l'être humain il a besoin de deux choses. On a beaucoup complexifié, mais il y a une histoire de sens. Donc le sens, ça peut être dans le travail, ça peut être dans nos relations à l'autre, ça peut être dans ce qu'on va manger, dans la façon dont on va acheter, ça peut être vraiment sur plein de choses. Il a besoin de sens et de nature. Voilà. Moi je crois que si on revient vraiment aux choses essentielles, et si on arrive, et c'est ce que j'essaie de faire dans les ateliers, tant avec les enfants qu'avec les parents, à remettre du sens et la nature au centre, on est hyper heureux quand on a terminé l'atelier. Mais tous, on est hyper heureux, quoi. Qu'est-ce que vous animez comme autre atelier et formation ? Alors, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Alors, il y a beaucoup effectivement d'ateliers. Je travaille beaucoup avec la Maïf Social Club, qui est un lieu qui se trouve au 37 rue de Turenne. C'est un lieu avec lequel je travaille depuis 3 ans. Moi, j'aime beaucoup ce lieu parce qu'ils ont vraiment le mérite de démocratiser l'écologie dans toute leur programmation. Ils sont vraiment sur l'engagement citoyen, sur la transition écologique. Et ils œuvrent vraiment bien avec de très belles expos, des tables rondes, des ateliers, etc. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup avec eux. J'aime travailler avec la Fondation Good Planet. Donc là, j'espère qu'on va encore travailler ensemble et je pense sur des beaux projets avec les scolaires. À la Maïf Social Club aussi, j'ai beaucoup d'ateliers avec les scolaires, donc ça c'est très très intéressant. Et puis j'ai œuvré pendant un moment dans une école primaire du quartier dans laquelle était mon garçon. Donc d'abord, je fournissais des fruits pour les goûter, donc à prix coûtant, de façon à ce que tous les enfants aient le même goûter, le même, quel que soit l'enfant. Et ça, c'était fondamental avec la directrice. Et sur des produits bio, sur des produits de qualité. Donc ça, je l'ai fait pendant presque 4 ans. J'ai fait quelques ateliers là-bas. On continue sur un projet. Et puis là, on réfléchit sur... Moi, le collège m'intéresse beaucoup. Donc je suis en discussion pour l'instant, donc c'est encore trop tôt. Mais je crois que si le primaire, si l'élémentaire est un lieu où... c'est assez facile finalement. C'est un lieu de découverte. Donc c'est un lieu de découverte où les enfants sont vraiment, ils nous accueillent merveilleusement bien, ils sont très curieux, très ouverts, on leur raconte une belle histoire, enfin, ça marche bien. Je crois qu'il faut vraiment aller dans les collèges, c'est beaucoup plus complexe. C'est là où ça se perd. C'est là où ça se perd complètement. Ça se perd et puis les enfants commencent à manger à l'extérieur, commencent à manger tout seuls chez eux, arrivent en retard à l'école, du coup pas de petit déjeuner ou alors des petits déjeuners très sucrés. Enfin voilà. Donc le collège pour moi c'est ma prochaine mission. Donc là j'espère voilà je suis sur un projet. Pour lutter contre la junk food. Absolument ou surtout pour ramener vraiment le plaisir, le sens, la simplicité.
la simplicité. Et la junk food, elle est effarante au collège. C'est vraiment redoutable. Et puis, les goûters, les petits déjeuners, qui sont dramatiques. Vraiment. Donc là, je pense que je vais travailler sur ce projet-là. Et puis après, il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent sur des projets plus privés, des team building qu'on organise autour du sens au travail en entreprise, avec une personne qui est coach certifiée, et du sens dans l'assiette et dans la vie. Et on se rend compte, en fait, dans le team building qu'on a monté, que c'est extraordinaire, quoi, que tout se duplique un peu partout, quoi. Et quand on prend soin de soi, on prend soin des autres, enfin voilà. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et après, aussi, un très beau projet qui arrive sur des visites gustatives, sur une exposition autour de la transition écologique. Et là, ça va être vraiment super. Sur Paris ? Ouais, sur Paris, avec des créations de bouchers autour d'œuvres. Donc, il y aura des visites gustatives avec la médiatrice culturelle et moi-même. Et l'idée, c'était vraiment de raconter quelque chose aussi autour de l'alimentation, mais en relation avec l'œuvre. C'est un bonheur. Ça a été un bonheur de créer ça, vraiment. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des bouchées politiques, des bouchées poétiques, et ça raconte vraiment quelque chose. Ce sera quand ? Ça, a priori, ça va démarrer en mars. Ça va démarrer très bientôt. Très bientôt. Et voilà. Pour l'instant, j'ai peut-être oublié des choses. Non, je crois pas. Je crois qu'on est bien. Le concept de la cantine vagabonde existe maintenant depuis 7 ans, de par son nom qui évoque indéniablement l'évasion et la mobilité. Est-ce une volonté d'inventer une nouvelle forme de cuisine et de restauration qui soit nomade, non protocolaire et flexible ? Absolument. L'idée, c'était de dire du vagabondage dans l'assiette, mais également dans les cultures, en soi aussi. Vraiment ouvrir tous les possibles, et puis une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur et une ouverture sur les saveurs, sur le monde. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Et puis ce côté poétique, moi, que j'aime bien aussi dans ces mots-là, qui m'évoque l'évasion. C'est ça, mais c'est exactement ça, merci. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Alors le végétal, bien sûr. Le végétal, la saisonnalité. Après... Donc 100% végétal. Oui, 100% végétal. On peut faire beaucoup, juste avec des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des oléagineux. Enfin, il y a tellement à faire, il y a tellement de possibles. Après, mes sources d'inspiration, moi, c'est vraiment un peu tout. C'est le panier. Ouais, c'est la saison, quoi. C'est la nature, c'est ce que le panier, c'est ce que je vais recevoir, ce que ça va raconter. Aussi, parfois, des envies. Moi j'ai pas de livre en particulier auquel je vais me référer, mais par contre j'aime bien les images, c'est-à-dire que si je ne lis pas les recettes, en général quand je découvre un livre qui me plaît, je vais toujours regarder les couleurs, etc. Et à travers les images que je vais voir, ça va me donner envie. Après c'est mes préférences à moi, donc je vois un truc orange, j'ai envie de patate douce, je vais créer quelque chose avec la patate douce, il y a cette histoire là. Puis après moi j'aime bien Pinterest, si on parle concrètement d'inspiration, où je peux aller glaner un petit peu pour voir, m'inspirer. Pinterest j'aime bien, je vais taper souvent plus en anglais qu'en français, et je vais taper un mot, un légume, un fruit, et puis après hop ça part. Et puis les épices, moi je suis raide dingue des épices, vraiment. Et d'ailleurs je travaille beaucoup avec les épices Chira, j'en parle dans mon livre, qui sont vraiment de doudingues, qui font des mélanges, qui ont une approche extraordinaire. Et Olivier Rollinger aussi, j'aime beaucoup ces épices. Et c'est vrai que quand on a des produits d'une grande qualité, qui sont très bien sourcés, finalement, les assiettes sont très simples. Et dans la simplicité, on peut avoir des choses extraordinaires. Et il n'y a rien d'extravagant. Il n'y a absolument rien d'extravagant ou de complexe. Et moi, j'aime assez cette idée-là, mais d'une façon générale. Quel est votre prochain rêve ? Alors je le dis du coup. J'aimerais beaucoup, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment cette idée de démocratisation du bien manger et de l'écologie, avec les personnes qui sont pas forcément ouvertes à tout ça, parce qu'ils ont pas l'accès culturel, social, financier. Donc ça, vraiment, j'ai à cœur de porter quelque chose de beau et de grand, avec les écoles, dans les quartiers, etc. Et après, moi, j'adore, mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est de faire de la radio. Voilà. Donc,
Donc ça, c'est un rêve. Peut-être de participer à un projet où on dirait vraiment les choses concrètement et on amènerait des choses concrètes pour les gens au quotidien. C'est-à-dire que rien de moralisateur, rien de culpabilisant, on vous aide au quotidien, voilà ce que vous pouvez faire. C'est très facile, on vous donne des tuyaux des producteurs, comment vous approvisionner de telle façon si vous êtes en région, si vous êtes à Paris, au quotidien, dans le plaisir, dans la joie et dans le partage, mais après on appelle un chat un chat. Voilà, donc ça serait formidable. Ok, donc très bientôt sur les ondes. Donc. Je ne sais pas du tout, on verra la vie. On verra la vie. Ouh, voilà. Merci beaucoup Lila. Ah, merci. Pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous.